Après des mois de rénovation de mon chalet, mes parents m'ont dit que ma sœur Y fêterait son diplôme et que je devais partir. J'ai dit d'accord. À son arrivée, son sourire a disparu en voyant ce qui l'attendait près de la maison. Le dernier coup de l'azur était encore collant sur la rampe du Porsche quand je me suis reculé pour l'admirer. 8 mois, chaque samedi et la plupart des dimanches, d'avril à décembre, conduisant 42 minutes aller-retour avec du bois attaché à la galerie de toit et une glacière de sandwich sur le siège passager. Le chalet n'était rien quand je l'avais acheté lors d'une vente aux enchères du comté pour 52 000 $. Une coquille de 2 chambres avec un quai affaissé et une cuisine qui sentait le raton laveur. Mais je le voyais. Je voyais ce qu'il pouvait devenir. Et maintenant, il était terminé. La rampe était droite. Le quai tenait le poids. La salle de bain avait de l'eau chaude pour la première fois en 6 ans. J'avais poncé chaque plancher à la main parce que la ponceuse de location avait grillé le 2e jour, et je ne pouvais pas en louer une autre avant la prochaine paie. J'avais carrelé le dosseret de la cuisine avec de la céramique trouvée en liquidation, 40 cents le pied carré, et j'avais coupé chaque pièce avec une scie à eau empruntée au concierge de l'école. Les planches du Porsche étaient en pin traité sous pression que j'avais lasuré 3 fois sur 3 week-ends. Les pilotis du quai, je les avais remplacés en entrant dans le lac en juillet avec un pied de biche et une prière. Retirant les poteaux pourris et enfonçant de nouveau avec une masse que je louais à la journée. 8 mois de week-end et 18 000 $ en matériaux et main-d'œuvre pour la plomberie et l'électricité que je ne pouvais pas faire moi-même. Chaque autre clou, chaque autre vis, chaque autre couche de finition était la mienne. Mes mains, mes week-ends, mon argent provenant d'un salaire de gérante de cafétéria qui me laissait 200 $ par mois après les factures si je ne mangeais pas dehors. J'ai porté la main derrière mon oreille et touché le crayon de charpentier. Plat, large, le tampon Dixon estompé en une ombre. Des marques de morsure à une extrémité d'un homme qui mâchait quand il réfléchissait. Je l'avais gardé derrière mon oreille chaque jour de la rénovation, comme mon oncle Claude le faisait. J'ai entendu le gravier crisser dans l'allée, le camion de Philippe. Derrière lui, la berline d'Irène, et derrière, la petite voiture blanche de Manon avec l'autocollant de stationnement universitaire encore sur le pare-choc. Ils sont entrés sans frapper. Manon a traversé la cuisine la première, passant sa main sur le comptoir que j'avais installé en septembre. Elle a ouvert le réfrigérateur que j'avais acheté avec ma carte de crédit et a regardé à l'intérieur comme si elle faisait l'inventaire. Irène s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a regardé les planchers. Philippe s'est assis à la table de cuisine que j'avais construite avec des planches récupérées et a posé ses 2 mains à plat sur la surface. Ta sœur termine ses études le week-end prochain, a dit Philippe. Nous organisons sa fête ici. Je l'ai regardé. 60 personnes. Du samedi après-midi au dimanche matin. Le traiteur est réservé. Le DJ est réservé. Manon a une tante qui arrive pour la zone du quai. C'est déjà payé. Payé avec quoi, ai-je dit. Philippe a balayé la question d'un geste. Le fait est que ça se passe. Le chalet est parfait pour ça. Manon a planifié cela pendant des semaines. Ta mère et moi en avons parlé et c'est le bon endroit. Vous en avez parlé, ai-je dit, sans moi. Philippe s'est penché en arrière sur la chaise. La chaise que j'ai construite. À la table que j'ai construite dans la cuisine que j'ai carrelée. Tu sers des plateaux repas dans un collège. Chloé, tu gagnes 38 000 $ par an et tu passes 8 mois de tes week-ends à poncer des planchers et à gratter de la peinture sur un chalet au bord du lac qui tombait en ruine quand tu l'as acheté. Ta sœur vient de terminer un diplôme, d'une vraie université. Elle a un petit ami avec une vraie carrière. Elle a un plan. Tu as un crayon de charpentier et un seau de l'azur. Elle demande un week-end. Et tu ne peux même pas donner autant à ta propre sœur sans en faire une question de savoir quel nom est sur un morceau de papier. Tiens-toi à l'écart ou pars. Ce n'était pas une conversation. C'était un fait. Manon a souri depuis le réfrigérateur. Irène a regardé le torchon accroché à la poignée du four. Elle ne m'a pas regardé. Je suis resté dans la cuisine que j'avais bâtie à partir d'une coquille puante de raton laveur et j'ai écouté mon père me dire que je n'étais rien pour l'avoir construite. Ma mâchoire s'est serrée. Mes mains voulaient se fermer en poing, mais je les ai pressées à plat contre mes cuisses et j'ai respiré une fois par le nez. Bien, ai-je dit. J'ai pris ma veste du crochet près de la porte. J'ai mis le crayon dans ma poche, la forme plate pressant contre mes côtes.
Je suis sorti vers ma voiture et j'ai roulé 42 minutes pour rentrer en ville sans allumer la radio. Bien est un mot qui ressemble à une reddition. Ce n'en est pas une. Bien est le mot que tu utilises quand tu as déjà décidé ce que tu vas faire et que tu n'as pas encore besoin que l'autre personne le sache. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au parking de l'école parce que je savais que Béatrice serait encore là. Elle restait tard tous les vendredis pour terminer le rapport de présence qu'elle avait repoussé toute la semaine. Sa voiture était sur la deuxième rangée, moteur en marche, chauffage allumé, téléphone à la main. Je me suis garé à côté d'elle et je suis monté du côté passager. Béatrice a regardé mon visage et a posé son téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Le camion dans l'allée, l'annonce de la fête, Philippe à table, la ligne brutale, tout ça. Plateau repas, l'azur, tiens-toi à l'écart ou pars. Béatrice est restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis elle a pris son téléphone, a ouvert Instagram, a tapé un nom et a tourné l'écran vers moi. Le post de Manon, vieux de 3 jours, fête de remise de diplôme au bord du lac avec une rangée d'émojis de fête. 5 photos. La première était le salon terminé du chalet, les planchers que j'avais poncés, les fenêtres que j'avais recadrées, le luminaire que j'avais câblé avec l'électricien debout derrière moi me guidant à travers les connexions. La seconde était le quai que j'avais reconstruit, la rampe que j'avais lasurée, le lac derrière captant la lumière de l'après-midi. La troisième était la cuisine, ma cuisine, mon carrelage, mon comptoir, ma table. 112 j'aime. 41 commentaires. OMG, le chalet de ta famille est magnifique. J'ai hâte. J'adore le quai. Tes parents doivent être si fiers de cet endroit. Manon n'en a corrigé aucun. Pas une seule réponse disant, en fait, c'est ma sœur qui a construit ça. Pas une seule mention de Chloé. Pas une seule mention de 8 mois ou de 18 000 $ ou de la cuisine au ras-laveur ou de la scie à eau ou du carrelage en liquidation. Elle poste à ce sujet depuis 3 semaines, a dit Béatrice. Elle a utilisé tes photos avant et après de ton téléphone, celles que tu m'as envoyées par SMS en octobre. Elle a recadré ton ombre de la photo du quai. Elle n'a jamais mentionné ton nom. Pas une seule fois. J'ai fixé l'écran. Chaque planche que j'avais poncée. Chaque rampe que j'avais lasurée. Chaque week-end où j'étais venu avec ma glacière et mes outils. Crédité au chalet de ma famille. Béatrice a fermé l'application. Ce n'est pas une fête, Chloé. C'est quelqu'un qui vend une maison que tu as construite et qui fait semblant d'avoir choisi la peinture. Elle a recadré mon ombre de la photo du quai, ai-je dit. Je sais. J'ai vu l'original. Tu me l'as envoyé le week-end où tu as terminé le quai. Ton ombre est en bas à gauche. Dans sa version, elle a disparu. 3 semaines de poste. Personne ne l'a corrigé. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose à corriger. Elle a dit à tout le monde que c'était le chalet de sa famille. Personne dans son cercle ne sait que tu existes. Nous sommes allés à l'appartement de Béatrice. Elle a fait du thé. Je me suis assise à sa table de cuisine, qui était plus petite que celle que j'avais construite pour le chalet et qui coûtait 2 fois plus cher. Et je lui ai parlé de mon oncle Claude. Claude était le frère de ma mère, charpentier à la retraite. Il était la seule personne de ma famille qui ait jamais regardé quelque chose que je faisais et dit que c'était bien sans ajouter de conditions. Il m'a appris à tenir un marteau quand j'avais 8 ans et à lire un mètre ruban quand j'en avais 10, et à équerrer une charpente quand j'en avais 14. Il m'emmenait sur les chantiers les matins d'été et me laissait porter la boîte à outils même si elle était trop lourde. Et il ne me la retirait pas tant que je ne le demandais pas. Il me l'a donnée à une station-service quand j'avais 14 ans. Il l'a sortie de derrière sa propre oreille et l'a mise derrière la mienne. Mesure 2 fois, a-t-il dit, parce qu'une fois que tu as coupé, tu ne peux pas remettre le bois. Il est mort quand j'avais 22 ans. Crise cardiaque dans son atelier. Sur sa chemise. Les ambulanciers l'ont trouvé sur l'établi. Ma tante me l'a donné aux funérailles. Je l'ai gardé dans le tiroir de ma table de chevet pendant 4 ans. Le jour où j'ai acheté le chalet, je l'ai mise derrière mon oreille et elle y est restée pendant 8 mois. Béatrice a écouté tout le récit sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attendre, ai-je dit, et ensuite je vais faire le calcul. Quel calcul? Tout ça.
J'ai donné à Manon une copie de ma carte de crédit parce qu'elle a dit qu'elle allait chercher des vis de terrasse à la quincaillerie pendant que j'étais au travail. J'ai donné à mes parents une clé de rechange parce qu'ils ont dit qu'ils iraient voir le chalet quand la température baisserait. J'ai fait ces choses parce que je pensais qu'être généreux avec les gens que j'aimais était la même chose qu'être respecté par eux. 8 mois de week-end m'ont appris à construire un Porsche. Il a fallu un vendredi soir pour apprendre que ce n'est pas la même chose. J'étais à la table de cuisine de Béatrice à 21h15 quand mon téléphone a vibré. Le nom de Manon sur l'écran. J'ai ouvert le SMS, 60 confirmés à $40 chacun. Ça fait $2400 net. Traiteur et Digi sur sa carte. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai cru que je le lisais mal. La deuxième fois, j'ai senti ma poitrine se serrer. La troisième fois, j'ai compris. Manon ne m'avait pas envoyé ça exprès. Elle voulait l'envoyer à Maxime. Elle l'a envoyé à Chloé. Un mauvais nom dans la liste de contacts. Un seul tapotement. Et tout était sur mon écran. 60 personnes. $40 chacune. 2400 $. Manon ne faisait pas juste une fête dans mon chalet. Elle vendait des billets pour cela. Elle facturait à ses amis et camarades de classe $40 chacun pour assister à une fête de remise de diplôme dans une maison qu'elle ne possédait pas, n'avait pas construite et ne pouvait pas ouvrir sans une clé que je lui avais donnée. Et le traiteur et le Digi étaient sur ma carte. Et Philippe le savait. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. Il n'a pas seulement permis cela. Il a planifié le timing. J'ai posé le téléphone. Béatrice lavait une tasse à l'évier. Elle s'est retournée et a vu mon visage. Quoi? Je lui ai montré le SMS. Béatrice l'a lu. Ses mains se sont immobilisées sur le torchon. Ouvre ton application de carte de crédit, a-t-elle dit. Je l'ai ouverte. Les frais se sont affichés en colonne. Les plus récents en premier. $1200 à une entreprise de traiteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Un nom qui semblait chic avec une mention avant dans le titre. $600 à un service de réservation de Digi basé à Deville de là. $800 à une entreprise de location de tentes et d'événements. C'étaient les acomptes des fournisseurs. En dessous, répartis sur les 2 derniers mois selon un modèle qui semblait aléatoire mais ne l'était pas. $3200 de frais étiquetés ou fournitures de rénovation dans des magasins que je reconnaissais mais des achats que je n'avais pas faits. J'ai fait défiler les $3200 ligne par ligne. Un magasin d'articles de maison, $480. Un entrepôt de fournitures de fête, $340. Un détaillant en ligne, $620. Un autre magasin d'articles de maison, autre emplacement, $390. Un magasin d'artisanat, $280. Un magasin d'articles de plein air, $410. Un magasin d'ustensiles de cuisine, $680. J'ai sorti mes propres reçus de quincaillerie, ceux que je gardais dans un dossier sur mon téléphone, comme Claude m'avait appris à garder chaque reçu jusqu'à ce que le travail soit terminé et que la peinture soit sèche. Aucun des $3200 ne correspondait à ce que j'avais acheté. Les magasins étaient les bons, mais les articles étaient faux. Décoration, pas de bois d'œuvre. Un bar portable, pas de raccord de tuyauterie. Plat de traiteur, pas de carrelage. Guirlande lumineuse, pas de fil. Haut-parleur d'extérieur, pas de vis. Vaisselle jetable, pas de papier de verre. Ce n'étaient pas des fournitures de rénovation. C'étaient des fournitures de fête. Pour les retraites d'études que Manon avait organisées au chalet les week-ends où je n'étais pas là. J'avais tenu un registre des invités à l'intérieur de la porte d'entrée du chalet, un carnet où j'écrivais la date et la météo à chaque visite. J'avais remarqué des entrées sur 6 week-ends où je n'étais jamais venu. L'écriture n'était pas la mienne. Parfois, ce n'était pas une écriture du tout, juste une tache de café ou une marque où quelqu'un avait posé une tasse sur la page ouverte. Tache de vin sur le comptoir que j'avais essuyé à mon arrivée. Un sous-verre cassé que je ne possédais pas, un sac poubelle dans la poubelle qui sentait les plats à emporter d'un restaurant de la ville universitaire à 20 miles à l'est. Manon avait géré une opération de location sur ma propriété avec ma carte de crédit pendant 2 mois, facturant à ses amis $30 à $50 la nuit pour l'accès au chalet et appelant ça des retraites d'études.
Elle avait une clé. Elle avait mon numéro de carte. Elle avait 6 week-ends de pratique avant la fête de remise de diplôme, qui n'était le début de rien. C'était le final d'un stratagème de 2 mois. Total des frais non autorisés, $2600 en acompte fournisseur, plus $3200 en fausse fourniture de rénovation, soit $5800. $5800 facturés sur une carte à mon nom, ma limite de crédit, mon historique de paiement. Chaque mois pendant 2 mois, j'avais vu les frais passer et j'avais supposé que Manon achetait des vis de terrasse et du mastic à bois parce que c'est ce qu'elle m'avait dit qu'elle achetait. Je l'avais même remerciée une fois. Je lui avais envoyé un SMS en octobre disant « Merci d'avoir pris les fournitures. Tu m'as épargné un voyage. » Elle avait répondu avec un emoji pouce levé. Ce pouce levé était sa reconnaissance que le mensonge fonctionnait. J'ai presque laissé la fête avoir lieu. Ma main était sur le téléphone et une partie de moi pensait que peut-être je pourrais parler à Manon le matin et régler ça et garder la famille unie et trouver un moyen de rendre tout le monde heureux. Mais les mots de Béatrice du parking résonnaient encore dans ma poitrine. Elle a utilisé tes photos avant et après. Elle n'a jamais mentionné ton nom. Cette phrase avait un poids que je pouvais sentir jusqu'à la maison. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit à 22h02. La représentante a confirmé que j'étais la titulaire principale de la carte. J'ai contesté tous les $5800 de frais non autorisés. Tous. Je lui ai dit que la carte avait été utilisée par un membre de ma famille sans mon autorisation pour des réservations de fournisseurs et des achats personnels. Elle a signalé les frais pour enquête et a confirmé que le litige annulerait les montants en attente dans les 3 jours ouvrables. Elle a demandé si je voulais annuler la carte. J'ai dit oui. Nouvelle carte, nouveau numéro, envoyé à mon adresse uniquement. L'ancienne carte était morte avant que je ne raccroche. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Ça a sonné 4 fois. Une femme a répondu, fatiguée, professionnelle. Je lui ai dit mon nom, que la carte utilisée pour réserver l'événement du 14 décembre était la mienne, que la réservation était non autorisée et que je l'annulais. Elle a demandé les 4 derniers chiffres de la carte. Je les ai donnés. Elle a trouvé la réservation. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que j'étais sûr. Elle a annulé. Numéro de confirmation dans mon email avant 22h20. J'ai appelé le service Digi. Conversation plus courte. L'agent de réservation a dit « Madame, le client perdra la compte ». J'ai dit « Le client a utilisé ma carte sans ma permission. La compte est déjà contestée auprès de la banque. Il a annulé. Confirmation avant 22h30. J'ai appelé la société de tente. Ils ont décroché à la 2e sonnerie. Même conversation, même résultat. À 22h45, tous les fournisseurs que Manon avait réservés pour la fête de remise de diplôme étaient annulés. Tous les acomptes étaient en litige. Chaque confirmation était dans ma boîte de réception comme une rangée de portes fermées. À 23h, j'ai appelé la ligne non urgente du shérif du comté. J'ai signalé l'utilisation commerciale non autorisée de ma propriété. L'adjoint a pris l'adresse, a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit pas encore, mais je voulais un rapport. Numéro de dossier sur mon téléphone avant 23h15. J'ai envoyé un SMS à Maître Dubois, l'avocat que la sœur de Béatrice avait utilisé pour un litige de clôture de propriété. J'ai besoin d'une lettre de mise en demeure d'ici lundi. Frais de carte de crédit non autorisés et utilisation non autorisée de ma propriété. $5800 plus frais d'utilisation. J'enverrai la documentation ce soir. Il a répondu à 23h22. Envoyez tout. Je l'aurai prête. Je suis allé au magasin de quincaillerie ouvert 24h24 sur la route 6 et j'ai acheté un cadenas à combinaison, robuste, à 4 chiffres. J'ai écrit la combinaison à l'intérieur de mon poignet au stylo parce que je ne faisais pas confiance à ma propre mémoire à minuit avec 4 heures de sommeil et l'estomac plein de thé et de colère. J'ai presque dit oui à la fête au chalet quand Philippe était assis à table et Manon souriait depuis le réfrigérateur et Irène regardait le torchon. Une partie de moi voulait dire oui parce que dire oui était ce que j'avais toujours fait. Mais le poids plat pressait contre mes côtes à travers la poche de ma veste. Et j'ai entendu la voix de Claude, tu mesures 2 fois. Parce qu'une fois que tu as coupé, tu ne peux pas remettre le bois. J'avais déjà mesuré. J'avais mesuré pendant 8 mois. Je savais exactement ce que cette famille pensait que mon travail valait.
Et la réponse était rien. J'ai conduit jusqu'au chalet à 4 heures du matin. Décembre sombre. Les phares découpaient le givre qui s'était déposé sur la route de gravier comme une fine peau blanche. Les arbres le long de la route du lac étaient dénudés et immobiles. Pas d'autres voitures. Pas d'autre lumière que les étoiles et la lumière du Porsche que j'avais laissé sur minuterie depuis octobre, afin que le chalet n'ait pas l'air abandonné. Je me suis garé et je suis resté dans la voiture une minute, regardant ma respiration embuer le pare-brise. Mes mains étaient stables. Ma poitrine ne l'était pas. Il y a une différence entre être prête et être calme. Et je n'étais qu'une de ces choses. Puis je suis sorti et je me suis mis au travail. J'ai retiré l'ancien cadenas de la porte d'entrée et je l'ai remplacé par le nouveau cadenas à combinaison. Je l'ai testé 3 fois. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. La combinaison était à 4 chiffres et je l'avais écrite sur mon poignet au stylo et aussi dans une note sur mon téléphone et aussi au dos d'un reçu dans ma boîte à gants parce que je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et que je ne me faisais pas confiance pour me souvenir de quoi que ce soit. Qui n'était pas écrit à 3 endroits. J'ai vérifié que chaque fenêtre était verrouillée. J'ai fait le tour du chalet une fois comme Claude m'avait appris à faire le tour d'un chantier avant le début de la journée. Le périmètre d'abord, puis l'intérieur. La rampe que j'avais lasurée était froide au toucher et solide. Les pilotis du quai que j'avais remplacés en juillet tenaient bon contre la glace qui se formait au bord de l'eau. Les tuyaux de la salle de bain n'avaient pas gelé. Tout ce que j'avais construit tenait. J'ai porté la vieille chaise pliante de Claude depuis le coffre de ma voiture et je l'ai posée sur le Porsche. Je l'ai dépliée et j'ai senti la rouille sur les charnières, la même rouille qui était là depuis son atelier. J'ai installé la table pliante que j'avais prise de mon appartement. Sur la table, j'ai placé 4 objets en rangée. L'acte de propriété avec mon nom dessus, le relevé de carte de crédit imprimé montrant $5800 de frais non autorisés avec chaque ligne surlignée au marqueur jaune. Une capture d'écran du mauvais SMS de Manon imprimé sur papier ordinaire et les confirmations d'annulation des fournisseurs empilées avec une pince à reliure. J'ai versé du café de la thermos. Je me suis assise. Le poids du crayon de Claude était dans la poche de ma veste, pressant à plat contre mes côtes. La rampe du Porsche sentait encore légèrement la lasure même par ce froid. Le givre était surtout, les marches, les bords de la table, les accoudoirs de la chaise pliante. Ma respiration sortait en nuages. J'ai attendu. J'ai regardé le ciel s'éclaircir du noir au gris puis à un bleu pâle qui montait derrière la ligne d'arbres de l'autre côté du lac. Je n'avais jamais été au chalet si tôt. Je n'avais jamais vu la lumière arriver comme ça. Lente et régulière, touchant l'eau d'abord, puis le quai, puis la rampe, puis le Porsche. C'était magnifique. C'était à moi. Et dans 1 heure et demie, quelqu'un allait arriver sur ce chemin de gravier s'attendant à me le prendre pour la dernière fois. J'ai failli ne pas aller au chalet à 4 heures du matin. J'étais au lit avec le réveil réglé et ma main sur le téléphone, et la partie de moi qui avait accommodé cette famille pendant 28 ans a dit « Reste à la maison. Laisse tomber. Trouve un autre moyen. » Puis j'ai ouvert le SMS de Manon. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas avant le relevé. Ils avaient planifié ça. Ils l'avaient chronométré en fonction de mes habitudes. S'ils planifiaient, je planifierais. 6h30 du matin. Première lueur grise à travers les bouleaux de l'autre côté du lac. Le givre sur la rampe a capté la première couleur et l'a retenue. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Les pneus sur le gravier gelé font un bruit comme quelqu'un qui craque ses jointures, lent et délibéré. Puis des phares à travers les troncs de bouleaux. La petite voiture blanche de Manon, l'autocollant universitaire attrapant la lumière du Porsche alors qu'elle entrait. Elle souriait. Elle avait une boîte de serpentins sur le siège passager et une housse à vêtements accrochée au crochet arrière. Elle s'est garée, a ouvert sa porte, a marché sur le gravier avec des bottes qui n'étaient pas faites pour marcher sur un sol gelé, a levé les yeux vers le Porsche et m'a vu. Son pied s'est arrêté sur le gravier. Le sourire a dévié et est resté figé là, entre l'arrivée et la compréhension. Elle a gardé la porte de la voiture ouverte pendant 3 longues secondes avant de la fermer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle dit. J'ai montré la table. Lit. Manon a monté les marches du Porsche lentement. Elle a d'abord regardé l'acte, puis le relevé de carte de crédit, puis la capture d'écran de son propre SMS. Son visage a changé 3 fois en 10 secondes. Confusion, reconnaissance,
puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur auparavant, qui était la compréhension qu'elle avait été prise par quelqu'un qu'elle n'avait jamais cru attentive. Elle a sorti son téléphone et a appelé Philippe. Philippe et Irène sont arrivés dans l'allée à 6h55. Philippe est sorti le premier. Il a vu le cadenas sur la porte du chalet. Il a vu la table. Il m'a vu dans la chaise de Claude avec la thermos. Il a monté les marches, les épaules carrées comme il entrait dans chaque pièce, s'attendant à ce que les meubles s'écartent pour lui. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Lis la table. Je ne lis rien. Ouvre le chalet. Le traiteur arrive à 9h. Le traiteur est annulé. Je les ai appelés à 22h20 hier soir. Le DJ est annulé. La société de tente est annulée. Je suis la titulaire de la carte. J'ai annulé toutes les réservations que Manon a faites sur ma carte. Le visage de Philippe a changé. La confiance ne l'a pas quitté d'un coup. Elle est partie par morceaux. Comme la peinture s'enlève d'un mur quand on la gratte, une bande à la fois. Il a regardé Manon. Manon regardait le sol. Tu ne peux pas annuler ces réservations, a dit Philippe. Elle a déjà confirmé avec les fournisseurs. Les gens s'attendent. Les gens s'attendent à une fête dans un chalet qui m'appartient. Les fournisseurs ont été payés avec une carte qui m'appartient. Je peux annuler tout ce qui porte mon nom, et tout ce qui est sur cette table porte mon nom. Philippe s'est avancé vers la table. Il a pris le relevé de carte de crédit et a lu les 3 premières lignes. Sa bouche s'est ouverte. Il l'a posée. Manon, qu'est-ce que c'est ? Manon n'a pas répondu. Elle a croisé les bras et a regardé le gravier. Manon, réponds-moi. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ce que ça a l'air, a dit Manon. Les frais étaient pour la rénovation. J'aidais. Aider ? Je me suis levé de la chaise. Tu as facturé $1200 pour un traiteur pour aider à ma rénovation ? Tu as réservé un DJ pour $600 pour m'aider à poncer les planchers ? La bouche de Manon s'est fermée. Philippe a regardé le relevé de carte de crédit à nouveau. Puis Manon, puis moi. Il y a une explication à cela, a dit Philippe. Oui, ai-je dit, et je vais vous la donner. J'ai parlé. Manon a réservé un traiteur pour $1200 sur ma carte de crédit sans ma permission. Un DJ pour $600, une location de tente pour $800, soit $2600 d'acompte fournisseur facturé à mon nom. Elle a également dépensé $3200 pour ce qu'elle a appelé des fournitures de rénovation au cours des 2 derniers mois. Ce n'étaient pas des fournitures de rénovation. C'était des décorations, un bar portable et des plateaux de traiteur pour les fêtes qu'elle a organisées ici les week-ends, facturant à ses amis 30 à $50 la nuit pour l'accès à un chalet qu'elle ne possède pas, n'a pas construit et ne peut pas ouvrir sans une clé que je lui ai donnée. 60 personnes lui ont payé $40 chacune pour ce soir. Ça fait $2400 dans sa poche pour avoir vendu ma propriété. J'ai déposé un litige auprès de la compagnie de cartes hier soir à 23h40. Il n'y a pas de fête. Il y a un chalet verrouillé avec un seul nom sur l'acte et une allée pleine de gens qui ont payé votre fille pour quelque chose qu'elle n'avait jamais le droit de vendre. La main d'Irène est allée à sa bouche. Manon a reculé d'un pas. C'est juste une fête, Chloé, a dit Manon. Tu exagères. Ma mâchoire s'est serrée. C'était la seule fissure. La seule. Tu as dit que j'avais un crayon de charpentier et un seau de lasure, ai-je dit à Philippe. Ce crayon a marqué chaque coupe sur chaque planche sur laquelle ta fille se tient. Cette lasure est sur chaque rampe qu'elle a facturée à ses amis $40 pour s'y appuyer. Ces outils ont construit ce chalet à partir d'une coquille qui sentait le raton laveur et n'avait pas d'eau chaude. Son diplôme n'a pas planté un seul clou. La main droite de Philippe a cherché derrière lui le capot du camion. Ses doigts se sont écartés et ses jointures sont devenues blanches, stabilisant un poids qui se tenait auparavant tout seul. Sa mâchoire a travaillé de côté, la bouche s'ouvrant et se fermant et s'ouvrant à nouveau, mais rien n'en est sorti. Son pied gauche a reculé et son talon a accroché le gravier, et il a trébuché d'un demi-pouce et s'est rattrapé sur le rétroviseur latéral. Ses yeux ont tracé un triangle de l'acte sur la table à mon visage à la porte cadenassée du chalet. Ils se sont déplacés sans se fixer. Philippe a fouillé sa poche arrière. Il a sorti un chéquier. Je vais te faire un chèque tout de suite. $5000.
Laisse-la juste faire la fête. Un après-midi, elle. 5000 $. C'est plus que juste. J'ai pris le relevé de carte de crédit de la table pliante, je l'ai tenu à bout de bras pour qu'il puisse le lire. 5800 $ de frais non autorisés. Mon nom en haut. Les achats de Manon listés ligne par ligne, traiteur, Digi, tente, décoration, bar portable, plateau traiteur, guirlande lumineuse. C'est ce que votre fille a facturé à mon nom. La banque l'a annulé à minuit. Vous étiez au courant. Le SMS dit, papa a dit qu'elle ne vérifierait pas avant le relevé. J'ai remis le papier sur la table. 5000 $ ne couvre pas ce qu'elle a pris, et ça ne couvre pas ce que vous l'avez aidé à prendre. Philippe a rangé le chéquier. Sa main tremblait quand il l'a glissé dans sa poche. Vous lui avez donné mon chalet pour une fête. Elle a vendu 60 billets pour une maison que j'ai construite de mes mains. L'acte n'a qu'un nom. Des phares sur le gravier. La voiture de Maxime est arrivée derrière le camion de Philippe. Il est sorti en tenant un carton de bouteilles d'eau. Derrière lui, la berline de Julie. C'était une des amies universitaires de Manon. Arrivée précoce, téléphone déjà sorti. Maxime a remonté l'allée et s'est arrêté en voyant la table, le cadenas, les visages. Il a posé les bouteilles d'eau sur le gravier. Il a regardé Manon. Il a regardé l'acte. Il a lu le nom dessus. Tu m'as dit que c'était le chalet de ta famille, a dit Maxime. C'est la famille, a dit Manon. Le nom de ta sœur est sur l'acte. Elle l'a acheté. Elle l'a rénové. Tu as vendu des billets pour sa propriété. Maxime a reculé de Manon. Elle a tendu le bras vers lui. Il a bougé son épaule pour que sa main ne se pose pas. Il a regardé le relevé de carte de crédit sur la table, les postes, le total en bas, et il n'a pas dit un mot de plus à Manon. Il a ramassé ses bouteilles d'eau sur le gravier et les a remises dans son coffre. Julie se tenait au bord de l'allée, son téléphone dans les deux mains, les pouces figés sur le groupe de discussion. L'écran s'illuminait. Message après message des autres invités, en route, qu'est-ce que je dois apporter? Le Digi s'installe déjà? Julie a regardé Manon, puis la porte cadenassée et a de nouveau regardé Manon. Elle n'a rien tapé. Elle ne savait pas quoi dire aux 60 personnes qui avaient chacune payé 40 $ pour assister à une fête dans un chalet que l'autre ne possédait pas. Plus de phares arrivant sur le chemin de gravier. 2 autres voitures. Un pick-up derrière elle. Des invités arrivant à une fête qui était déjà terminée avant que le soleil ne dégage la ligne d'arbres. Le téléphone de Manon a commencé à vibrer. Un SMS, puis un autre, puis un appel auquel elle n'a pas répondu. Le groupe de discussion se désagrégeait en temps réel. Quelqu'un avait déjà dépassé l'allée et vu le cadenas sur la porte du chalet et la table pliante sur le porche et la femme sur la chaise qui n'était pas Manon. C'est la dernière fois que vous entrez sur cette propriété sans mon invitation, ai-je dit. La dernière fois que Manon touche ma carte de crédit. La dernière fois que quiconque dans cette famille entre dans quelque chose que j'ai construit et l'appelle sien. Le chalet est à moi. La clé est à moi. La serrure a été changée à 4 heures ce matin. Et si quelqu'un est encore dans cette allée dans 20 minutes, le numéro non urgent du shérif est déjà dans mon historique d'appel. J'ai pris l'acte de la table. Je l'ai plié et je l'ai mis dans la poche de ma veste. J'ai pris ma thermos. J'ai laissé le relevé de carte de crédit et la capture d'écran du SMS sur la table pour quiconque voulait les lire. J'ai descendu les marches du Porsche, passant devant Maxime et ses bouteilles d'eau, devant Julie et ses pouces gelés, devant les 2 nouvelles voitures qui arrivaient avec des invités vérifiant leur téléphone, confus, cherchant une fête qui n'allait pas avoir lieu. Je suis monté dans ma voiture. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas regardé l'allée dans le rétroviseur. Le lundi, Maître Dubois a envoyé la lettre de mise en demeure. Courrier certifié. Signature requise. Adressé conjointement à Philippe et Manon. 5800 $ pour frais de carte de crédit non autorisés plus 1200 $ de frais d'utilisation de la propriété pour les 6 week-ends d'utilisation commerciale non autorisés. Total 7000 $, fenêtre de 30 jours. La lettre faisait 5 pages. Elle détaillait chaque frais, chaque fournisseur, chaque week-end, chaque dollar. Maître Dubois a inclus la capture d'écran du SMS comme pièce à conviction. Il a inclus le relevé de carte de crédit comme pièce à conviction. Il a inclus l'acte du chalet comme pièce à conviction.
Philippe a signé la lettre sur son Porsche un mardi après-midi. Au 7e jour, Maxime avait annulé leur plan du Nouvel An. Il ne s'est pas séparé de Manon lors d'une conversation. Il a cessé de répondre. 3 SMS de Manon, chacun plus long que le précédent. Le premier, on peut parler? Le second, Maxime, je sais que ça a l'air mauvais, mais je peux expliquer. Le troisième, s'il te plaît, rappelle-moi. Il n'a répondu à aucun d'eux. Au 14e jour, sa clé d'appartement était sur la table de chevet de Manon, rendue dans une petite enveloppe matelassée sans mots. Dans l'appartement de Maxime, au 7e jour, la conversation qui y a mis fin fut courte. Manon était venue, pensant qu'elle pourrait s'expliquer comme elle l'avait fait pour tout le reste dans sa vie avec confiance et charme et l'hypothèse que la personne qui l'écoutait finirait par être d'accord parce que c'était Manon et les gens étaient d'accord avec Manon. Elle s'est assise sur son canapé, sa veste toujours sur elle, les jambes croisées, son téléphone sur les genoux, prête à s'expliquer. « Tu m'as dit que c'était le chalet de ta famille », a dit Maxime depuis l'embrasure de la cuisine. « C'est la famille. Chloé est ma sœur. Le nom de ta sœur est sur l'acte. Elle l'a acheté avec son propre argent. Elle l'a rénové de ses propres mains pendant 8 mois. Tu as vendu des billets pour sa maison. Tu as facturé $6 000 sur sa carte de crédit. J'allais la rembourser. Avec quoi? Tu dois $40 à 60 personnes et tu as $600 sur ton compte. Tu n'allais jamais la rembourser. Tu allais laisser couler jusqu'à ce que le relevé arrive et ensuite tu allais dire que c'était un malentendu. Manon a tiré un fil de la manche de sa veste. Ton père le savait, a dit Maxime. C'est dans le SMS. Papa a dit qu'elle ne vérifiera pas, il était de mèche. Vous deux. Ce n'est pas une fraude, Maxime. C'est la famille. Ce ne sont pas la même chose, Manon. Et le fait que tu continues de dire qu'elles le sont est la raison pour laquelle je ne serai pas là pour le Nouvel An. Il a annulé leur plan ce soir-là. Au 10e jour, le poids s'était installé dans la cuisine de Philippe. La lettre de mise en demeure était sur le comptoir à côté du grille-pain, toujours dans son enveloppe, car l'ouvrir à nouveau signifiait relire les chiffres à nouveau. $7 000. Maître Dubois avait calculé les frais d'utilisation à $200 par week-end pendant 6 week-ends. Clair, simple, défendable. Philippe était assis à la table de cuisine, son téléphone ouvert sur son application bancaire. Solde du compte courant, $2340. Il a tiré une enveloppe du tiroir à bric-à-brac et a écrit les chiffres au dos. Lettre de mise en demeure $7000. Compte courant $2340. Obligation de remboursement de Manon $1600 parce qu'elle avait collecté $2400 auprès de 60 invités et déjà dépensé $800 en décoration qu'elle ne pouvait pas retourner. Les invités voulaient leur argent. Manon n'avait plus que $600 sur son compte. Elle avait envoyé 4 SMS à Philippe lui demandant de l'aider à couvrir la différence. Le salaire de Philippe était de $54 000 par an. Après les impôts, après le prêt immobilier, après les services publics, après le paiement de la voiture d'Irène, après l'épicerie, il lui restait environ $400 par mois non attribués. La lettre de mise en demeure à elle seule prendrait 17 mois à payer à ce rythme. Et cela supposait qu'il ne mangeait pas, ne conduisait pas, ne chauffait pas la maison, n'achetait rien qui n'était pas déjà budgété. Le problème de remboursement de Manon était distinct, mais lié. Les invités voulaient leurs $40 en retour. Manon avait 60 personnes dans son téléphone qui avaient payé pour une fête qui n'avait pas eu lieu. Et les SMS de remboursement arrivaient à un rythme de 4 ou 5 par jour. Elle avait envoyé 3 SMS à Philippe lui demandant de l'aider à couvrir la différence. Il n'avait répondu à aucun d'eux parce qu'il n'avait pas l'argent pour répondre. Il a fermé l'application bancaire. Il a ouvert la calculatrice. Il a additionné les chiffres à nouveau. Il ne s'additionnait pas la première fois et il ne s'additionnait pas maintenant. Irène est descendue à 7h30 du matin et lui a demandé s'il voulait du café. Il a dit non sans lever les yeux. Elle s'est versé une tasse et s'est tenue au comptoir et a regardé l'enveloppe de la lettre de mise en demeure et ne l'a pas ouverte. Elle ne l'avait pas ouverte depuis le jour où elle était arrivée. Aucun d'eux n'en a parlé. Les $7000 se tenaient entre eux comme le torchon s'était tenu entre nous dans la cuisine du chalet. Une chose que tout le monde pouvait voir et que personne ne nommait. Au 14e jour, un dimanche après-midi, Philippe a roulé sur la route du lac. La lumière de décembre passait à travers les bouleaux en longues lignes argentées.
À travers les interstices des branches, il pouvait voir le chalet. Lumière du porche allumée. La voiture de Chloé dans l'allée. De la fumée s'élevant de la cheminée en une ligne grise lente qui se courbait une fois au vent et se redressait. Le quai que j'avais reconstruit supportait le poids du premier gel intense de la saison sans s'affaisser. La rampe que j'avais lasurée avait la même couleur chaude que le jour où je l'avais terminée, captant ce qui restait de la lumière de l'après-midi. Le cadenas était visible sur la porte depuis la route. Nouveau, lourd, à 4 chiffres. Philippe ne connaissait pas les numéros. Il a arrêté le camion sur l'accotement. Moteur en marche, main sur le volant à 10h10, comme il conduisait sans penser à conduire. Il est resté là une minute entière à regarder le chalet à travers les bouleaux. Le chalet ressemblait exactement à ce que Manon avait décrit quand elle lui avait montré les photos sur son téléphone 3 semaines plus tôt. Magnifique, fini, chaleureux. Tout ce que sa fille cadette avait promis qu'il serait quand elle avait acheté une coquille tombante lors d'une vente fiscale et dit qu'elle pouvait la réparer. Il s'était moqué d'elle alors. Il avait dit que ce serait un gouffre financier. Il avait dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et maintenant le chalet était debout, éclairé, fumant et verrouillé. Et la fille qui l'avait construit était à l'intérieur. Et la fille qui avait essayé de le vendre était à la maison, répondant à des SMS de remboursement qu'elle ne pouvait pas couvrir. Il n'est pas sorti du camion. Il n'a pas pris son téléphone de la console centrale. Il n'a pas baissé la fenêtre pour mieux regarder la rampe ou le quai ou le cadenas sur le portail. Il est resté le moteur en marche, le chauffage allumé et la radio éteinte. Et il a regardé ce que sa fille avait construit et il ne l'a pas appelé. Il a mis le camion en marche et est retourné sur la route du lac et est rentré chez lui dans une cuisine où une lettre de mise en demeure était sur le comptoir et une calculatrice sur la table et une femme qui n'avait rien dit de tout cela était assise dans le salon à regarder une émission qu'elle ne suivait pas. Le samedi suivant, le 14e jour, je me suis rendu au chalet tôt. Le chemin de gravier était plus silencieux cette fois, pas d'urgence. Pas de colère dans mes mains sur le volant, juste le trajet, les arbres, le virage à la boîte aux lettres, l'allée. La combinaison du cadenas a tourné doucement sous mes doigts. J'ai ouvert la porte et je suis resté un instant dans l'embrasure, laissant l'air froid de l'extérieur rencontrer l'air plus chaud de l'intérieur. J'avais laissé le thermostat à 13 degrés Celsius pour protéger les tuyaux. J'ai monté le chauffage. J'ai allumé un feu dans le poêle à bois avec des bûches que j'avais empilées en octobre, du petit bois en bas comme Claude me l'avait montré. Des morceaux plus gros dessus, le tirage ouvert jusqu'à ce que la flamme prenne, puis à moitié fermé pour ralentir la combustion. La cheminée tirait proprement. Le chalet s'est réchauffé par couches. D'abord l'air près du poêle, puis le sol, puis les murs, puis les fenêtres ont cessé de s'embuer. J'ai fait du café sur la cuisinière à 2 feux que j'avais installée en août. Je me suis tenu au comptoir de la cuisine, celui que j'avais posé de mes propres mains, et j'ai regardé par la fenêtre le quai et le lac et les bouleaux de l'autre rive. Personne ne venait. Personne n'était attendu. Personne n'avait de clé ou de code ou de raison de descendre ce chemin de gravier, sauf moi. L'établi que j'avais construit avec des planches récupérées courait le long du mur arrière de la pièce principale sous la fenêtre qui donnait sur le quai. Je l'avais construit en août, le même week-end où j'avais reconstruit le quai, travaillant à l'intérieur quand le soleil de l'après-midi devenait trop fort sur l'eau. C'était la dernière chose que Claude aurait construite en premier, parce qu'un établi est l'endroit où l'on se tient pour tout planifier. J'ai pris le crayon de charpentier de la poche de ma veste, je l'ai posé sur la surface de l'établi, côté plat vers le bas, marque de morsure vers le haut. Le tampon Dixon a capté la lumière du matin qui passait par la fenêtre. Il avait l'air à sa place. Il avait l'air d'avoir attendu cet endroit depuis que Claude me l'avait remis à une station-service il y a 14 ans. Dans la cuisine de Philippe, la lettre de mise en demeure était sur le comptoir et son solde bancaire était sur son téléphone et les SMS de remboursement de Manon restaient sans réponse et la clé de Maxime était sur la table de chevet de Manon et les amis d'église d'Irène commençaient à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre parce que les réponses menaient tout à un chalet qui n'était jamais le leur et à une fille qu'ils avaient dit de partir. Dans mon chalet, la cheminée fumait. La rampe du quai retenait le givre. Le feu tirait chaudement à travers le poêle et les murs que j'avais isolés en juillet et les fenêtres que j'avais recadrées en septembre. Béatrice venait le vendredi suivant. Elle avait déjà envoyé un SMS, j'apporte le bon vin et un puzzle. L'établi était propre. Le crayon y reposait sur la surface, captant la lumière. Par la fenêtre, le lac était plat, gris et immobile.
J'ai ouvert le registre du chalet sur l'établi. J'ai écrit la date d'aujourd'hui, 28 décembre. J'ai écrit la température, -2 degrés Celsius. J'ai écrit un mot dans la marge, maison. J'ai fermé le registre. Dehors, une seule série d'empreintes de pas dans la neige du matin menait de l'allée à la porte d'entrée. Les miennes. Personne d'autre n'avait de clé.